Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Claudia Cardinal. Devenue la star fétiche du cinéma italien dans ces années 60, où elle tourne à la fois Le Guépard de Visconti et 8,5 de Fellini, Claudia Cardinal n'a cessé d'accomplir jusqu'à nos jours un parcours sans faute. Loin de succomber au mirage hollywoodien, lorsque Richard Brooks lui offre de partager la vedette des professionnels en 1966 avec Burt Lancaster, Claudia Cardinal préfère revenir en Europe pour se tailler la part du lion dans les films de Marco Ferreri, de Sergio Leone ou de Werner Herzog. Depuis sa rencontre avec Pasquale Squitieri, le metteur en scène de Claretta en 1984, elle retrouve souvent sur les plateaux l'homme qui partage sa vie, mais cela ne l'empêche guère d'être la vedette du futur film de Black Edwards et de faire partie en ce mois de mai 93 du jury de Cannes. Née en 1939 à Tunis, dans une modeste famille d'origine sicilienne, la petite fille ne rêve que d'explorer le Sahara et d'y exercer le métier d'institutrice. Persuadée de manquer de charme, elle n'en revient pas d'être élue à l'âge de 15 ans la plus belle italienne de Tunis. À partir de cet instant, un véritable conte de fées se déclenche et Claudia Cardinal devient, en l'espace de 5 ans, une actrice consacrée. Sa cote d'amour auprès du public et le rayonnement intérieur qui l'éclaire font partie de sa foi dans son étoile. Claudia Cardinal, et quelle petite fille étiez-vous à l'âge de 7 ans? Oh, très timide, très renfermée. Je ne parlais presque pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette voix rauque, parce que je n'utilisais pas mes cordes vocales. Je m'inventais des jeux, je rêvais beaucoup, j'avais pas beaucoup de jouets, mais je m'inventais des jeux avec des objets que j'avais, ou une petite boîte ou un crayon, j'avais beaucoup d'imagination. Mais étiez-vous une enfant unique? Non, pas du tout, une grande famille. J'ai une sœur, Blanche, et 2 frères, Bruno et Adrien. Mais je suis la plus, disons, l'aînée. Vous êtes l'aînée? Oui, l'aînée. Alors, justement, j'aimerais savoir si vous avez été un bébé très attendu et désiré. Vous êtes la première, probablement oui. Oui, c'est sûr. Je pense que oui, j'ai été très attendue. Ce que m'a dit ma maman, c'est que j'ai failli mourir à la naissance, étouffée. Donc ça a été très dur au tout début. Alors, vous aviez un grand-père qui construisait, je ne sais pas comment on appelle ça en français d'ailleurs, c'était non pas des chantiers navals, il s'occupait de ces embarcations, un peu comme il subsiste aujourd'hui des ateliers de gondoles à Venise. Oui, c'était ça son métier, non? Costruttore navale. Il faisait des barques, des bateaux, enfin il était à la Goulette, c'est-à-dire c'est le port de Tunis. Donc je me souviens que notre premier cadeau à ma sœur et moi, ça a été une petite barque où on allait se balader en été. Mais ce grand-père, vous l'aviez connu, il vivait du temps où vous étiez petite. Ah oui, oui, c'était un caractère très très sicilien, d'ailleurs nos origines sont là. Il parlait un italien qui n'était pas italien, était plutôt sicilien, plutôt dialecte. Ma grand-mère aussi, d'ailleurs. Mais à mon avis, très loin dans le temps, il devait être phénicien, sans doute. C'est ce qui expliquerait votre attachement à la Tunisie, beaucoup. Non, pendant toute l'enfance et l'adolescence. Vous aimez énormément ce pays. Oui, j'aime beaucoup ce pays parce que j'aime beaucoup la chaleur, le soleil et les silences de ce pays. C'est-à-dire que moi, d'ailleurs, je ne parle pas beaucoup. C'est d'ailleurs mes racines sont très africaines, je trouve. C'est un peu un mélange français, italien, sicilien et beaucoup d'Afrique.
Alors, comment était cette maison d'enfance, en dehors des nombreux enfants que vous étiez et des parents? Est-ce qu'il y avait, comme dans les familles méditerranéennes, les grands-mères, les tantes, les amis, les cousines? Est-ce qu'il y avait comme ça une petite tribu? Vous viviez ensemble? Non. Non. Moi, je suis née à Tunis même, avenue Habib Bourguiba, qui était avant avenue Jules Ferry. Et puis ensuite, on s'est déplacé et on a commencé à vivre le long de la plage, à côté de l'aéroport d'Hermèche. Et j'allais à l'école à Carthage. Mes grands-parents habitaient Carthage. Puis après, on s'est déplacé, on a été revivre à nouveau à Tunis. Mais disons que mes souvenirs d'enfance sont liés énormément à Carthage parce qu'il y avait mes grands-parents, donc on y allait, et c'était une expédition. Mon père avait une Peugeot, on montait tous, mais le plus souvent on allait à pied, on faisait de grandes randonnées, on adorait cueillir des fleurs, moi j'adorais, je voulais faire l'exploratrice, donc on trouvait toujours les chemins les plus difficiles, les plus compliqués, on rêvait d'être autre part, j'aimais beaucoup marcher. Vos débuts, c'est un peu le hasard, du moins ce qu'on en sait, à savoir qu'un jour, il y a un concours de beauté. Finalement, vous êtes sacrée la plus belle jeune fille italienne de Tunis. C'est à l'initiative du ministère du Tourisme. Ouais. Et la récompense, c'était un voyage au Festival de Venise. C'est un peu ça, l'anecdote et même la réalité. C'était pas du tout prévu, c'est-à-dire que ma mère faisait partie d'un comité de bienfaisance et on organisait tous les ans, ma mère organisait avec d'autres femmes, d'autres italiennes, une journée de bienfaisance pour les pauvres. Et ce jour-là, il y avait l'Unitalia Film, qui est l'équivalent de l'Unifrance, qui était là, parce qu'il y avait une semaine du cinéma italien à Tunis. Moi, j'étais... je me suis pas du tout présentée pour être la plus belle italienne, mais j'ai été forcée. À un moment donné, je me suis retrouvée poussée par des amis sur l'estrade, et je me suis retrouvée avec la plus belle italienne de Tunisie. Et les gens de l'Unitalia qui étaient présents dans la salle m'ont offert un voyage pendant le Festival de Venise qui n'était pas du tout prévu. Oui, d'ailleurs, il y a quelques photos de cette époque-là où on vous voit, vous arrivez pratiquement avec un costume traditionnel qui est très beau. Burnous, machin, oui. Voilà, il y a votre maman à côté de vous. Vous arrivez vraiment comme jeune fille modèle. Mais j'étais très jeune. Donc, mes parents ne me faisaient pas voyager toute seule. Pour aller jusqu'à Venise, en plus, on allait très loin. Donc, je suis partie avec ma maman. Et le cinéma, curieusement, ne fait pas partie du tout, mais du tout de vos rêves. Non, pas du tout. Mais quand j'étais en Tunisie, on m'appelait bébé. Hein, parce qu'on disait que je ressemblais à Brigitte Bardot. Pas du tout, mais j'étais coiffée, j'aimais beaucoup Brigitte, j'étais coiffée avec la queue de cheval, avec toutes les guiches, tout ça, donc je l'imitais un petit peu. Et on m'appelait comme ça à Tunis, c'était mon nom. Donc le cinéma, c'était quand même un rêve, j'adorais Brando, je voyais tous ses films, j'étais un peu une fanat de cinéma, mais c'était un rêve. Je pensais pas. Vous ne saviez pas que vous alliez devenir CC. Ah non, pas du tout. Alors pas du tout. Pas du tout. Surtout que j'étais très complexée. Je me trouvais moche. Donc je pensais pas du tout faire du cinéma. Quand je suis arrivée donc à Venise, habillée un peu d'une façon, bien sûr, je me faisais remarquer avec des burnous. Donc on a commencé à me photographier. Et moi je dis mais je suis personne. Je suis en voyage. Et puis les photos sont parus sur les plus grands magazines italiens comme Epoca, qui est un peu Life, Paris Match, quoi. Et c'est sorti sur tous les journaux, c'est mes photos. C'est comme ça que c'était un accident, quoi.
De surcroît, vous n'aviez jamais suivi de cours d'art dramatique, puisque vous ne pensiez pas faire ce métier. Et tout de suite, on a voulu s'occuper de vous. Ouais. Et... Surtout qu'en classe, quand j'étais interrogée, je ne parlais jamais. J'étais tellement timide et introvertie que je n'ouvrais pas la bouche. Donc l'idée de faire du cinéma, c'était impensable. Et quand je suis arrivée donc à Venise, et on a commencé à me proposer de faire du cinéma, machin. Donc je me suis dit, peut-être que j'ai des dispositions pour le cinéma. Donc j'ai décidé, avec les gens de l'Unitalia, d'aller au Centre expérimental de cinéma à Rome. Je me suis inscrite. Mais là aussi, c'était encore pire, puisque quand j'étais interrogée, j'étais toujours au dernier rang. Et puis, je ne parlais pas, je ne bougeais pas. Quand on a fait l'examen d'entrée au centre expérimental, il y avait des centaines et des centaines d'élèves qui venaient du monde entier. Et moi, je suis rentrée dans cette salle où il y avait une commission avec des metteurs en scène, des journalistes, des critiques. Et on m'a posé quelques questions. Moi, je n'ai pas répondu. Et je me suis même énervée. J'ai claqué la porte et je suis partie. Et j'ai eu une bourse d'études pour mon tempérament et j'ai été admise 4e parmi... Il faut quand même dire que le destin, à ce moment-là précis, ça basculait en tout cas avec cette rencontre, celle de Franco Cristaldi. Parce que là, il est évident que cet homme qui était un merveilleux producteur, un homme fin, ce n'était pas un producteur à l'américaine, c'était un type extrêmement sensible. Il a eu un double coup de foudre, professionnel et personnel pour vous. Ce qui arrive extrêmement rarement. J'ai signé un contrat d'exclusivité avec la Vides, un très très long contrat qui a duré... 15 ans, non, à peu 15 près. ans, oui, 15 ans. Et j'ai commencé immédiatement à tourner, puisque mon premier film, à part quelque chose que j'avais tourné en Tunisie avec Omar Sharif, quand j'étais encore à l'école, Goa le Simple, ça s'appelait. Mais mon premier vrai film, c'était le film de Monicelli. Le Pigeon. Voilà, Le Pigeon. Un film qui a eu un succès énorme, qui a été choisi pour l'Oscar. Enfin, c'était un succès en Italie, absolument, avec Mastroianni, Gassman, Toto, Renato Salvatore. Il y avait un cast éblouissant. Et pour un début, pour une jeune qui n'avait jamais rien fait, c'était... Et aussitôt, ça a été suivi d'une double approche, celle de Visconti et celle de Fellini. Oui. Quand même, vous avez connu une ascension éclair. Oui, j'ai eu la chance de faire ces rencontres. J'ai tourné avec Visconti au début, dans Rocco et ses frères. Et ça a été la rencontre importante de ma vie. De cinéma, d'actrice, puisqu'après j'ai fait Le Guépard avec lui et puis j'ai tourné d'autres choses. Vous n'aviez pas une immense expérience et cependant vous tourniez, je crois savoir que c'était à peu près à la même époque, à un moment donné avec Visconti et avec Fellini, et c'était quand même deux films totalement différents, deux univers différents. Absolument. Et comment arriviez-vous à ça? Est-ce l'instinct? Est-ce que finalement on est né ou pas actrice? Est-ce que ça s'apprend? Non, ça s'apprend pas. Je crois pas. Enfin oui, ça peut s'apprendre, mais c'est autre chose. Moi, je suis une actrice instinctive. Je suis pas du tout l'actrice qui travaille son personnage pendant des heures et des heures. Pas du tout. Moi, je sens la caméra. Quand je suis devant la caméra, c'est là que je joue, pas avant. Mais pour en revenir à Luchino Visconti, à Federico Fellini, à cette époque-là, quand j'ai tourné Le Guépard et 8 et demi, ils ne s'aimaient pas du tout. C'était même plus que ça. Donc il y avait des problèmes, parce que je tournais, à un moment donné, pendant un mois, j'ai tourné avec les deux. C'est-à-dire que je tournais 2 jours avec Visconti et 3 jours avec Fellini. Et Visconti voulait bien sûr que je sois brune,
Et par esprit de contradiction, Federico voulait que je sois blonde. Alors, bon, je vais mettre une perruque. Alors Federico me disait, tu mettras la perruque avec Visconti. Et Visconti disait la même chose. Donc j'ai dû, pendant un mois, toutes les semaines, me teindre les cheveux en noir et en blond. C'est pas vrai. 2 fois par semaine, vous étiez obligé de changer. Ah, ça, j'ignorais. D'autant que... Qui était très long, en plus. Mais la différence entre les deux, c'est que Visconti était capable d'interrompre un tournage parce que dans un bouquet de fleurs, de 67 fleurs, il y en avait une de fanée. Ah ben oui. Visconti était là quand je me maquillais tout le temps. Et il contrôlait, mais alors, les sourcils, tout devait être précis. D'ailleurs, quand on a terminé ce film, Le Guépard, ma maquilleuse et ma coiffeuse n'ont plus fait de cinéma après. Elles ont eu une dépression nerveuse et elles ont abandonné. Claudia, est-ce que je me trompe ou je crois qu'il y a eu, justement sur le plateau du Guépard, autre chose. Vous n'étiez pas présente tout le temps, peut-être vous l'avez su. Je crois qu'à un moment donné, il y avait un parfum ou quelque chose comme ça, et c'était un factice qu'avait mis la production. Alors là, il avait tout cassé, ou c'était près de votre coiffeuse. Enfin, c'est un détail de ce genre. Hein. Avant le bal, il me semble, hein, vous deviez passer là, et il trouvait que c'était pas des objets authentiques. Ah, oui. Et je l'ai entendu hurler en disant, mais Claudia va pas faire la scène, va pas la sentir parce que cet objet est faux. Mais oui, par exemple, j'avais un petit sac, et à l'intérieur, que je n'ai jamais ouvert, j'avais un carnet de bal authentique, un parfum authentique, tout était authentique. Et même sous mes habits, tout ce que j'avais, le corset, les pantalons, tout ce que j'avais, quoi, les tricots, tout était authentique. Parce que Visconti disait que pour me sentir dans le personnage, il fallait que je sois totalement. Et il avait tout à fait raison. Tout à fait raison, parce que dès que je mettais ma robe, je m'habillais, je me coiffais. Vous vous sentiez bien. Je devenais quelqu'un d'autre. Le seul problème, c'est que je ne pouvais pas m'asseoir, parce que c'était impossible. Donc, Luchino m'avait fait une chaise spéciale où je pouvais juste appuyer mes coudes. Et quand j'ai terminé Le Guépard, la taille était tellement serrée que Alain, en mettant ses mains, il fermait, quoi. Et à la fin du film, j'avais une plaie du sang autour de ma taille. Alors, le rapport avec Fellini était un peu différent. D'abord, il ne vous donnait pas de longs textes. Il ne donnait rien du tout. Voilà. Pas de scénario. Il n'y avait pas de scénario, des petits morceaux de papier qu'on recevait comme ça à la dernière minute. C'était tout à fait différent. L'improvisation, d'ailleurs, 8,5, on n'avait pas de scénario. On n'a jamais eu de scénario. C'était de l'improvisation. Quand je tournais avec Marcello, quand j'essayais les scènes, c'était Federico qui était là à côté de moi, et c'était improvisé. Mais est-ce qu'avec vous, il a fait ce qu'il fait souvent, c'est-à-dire il aime jouer lui-même. Ah oui, oui. Que ce soit une femme, un homme, il joue le rôle avant. Il dit voilà, il faut faire ça. Est-ce qu'il le faisait avec vous? Non, il se mettait à la place de Marcello, et il faisait Marcello avec moi. Ah, bah c'est un grand honneur, ça. Parce que d'habitude, il fait le rôle de chacun. Non, il avait confiance. Non, c'est-à-dire que, bon, dans 8,5, je suis moi-même l'actrice et la femme idéale, la femme de la fontaine, celle qui va chercher l'eau. Donc c'était l'idéal féminin. Il est évident que tout cela a fait de vous très vite une star, mais moi, je souhaite un peu revenir sur l'importance de Franco Cristaldi, parce que j'ai le sentiment, c'était un grand secret à l'époque. En fait, il avait rencontré, il l'a su d'emblée tout de suite, la future star de ces années-là, et aussi la femme qu'il aime. Peut-être que vous ne l'avez pas su tout de suite, mais lui a su ces deux informations, il les a saisies immédiatement.
Et il a donc été quand même, pour quelqu'un comme vous, peut-être aussi un rempart, parce que passer dans ce monde du star system, quand même. Ah oui, absolument, absolument. Puis étant donné que j'avais quand même la vitesse qui était, c'est-à-dire que tout était, rien ne m'arrivait. J'étais comme dans une espèce de tour d'ivoire où rien n'arrivait à moi. Donc c'était aussi un peu trop. C'était un peu aussi une vie un peu irréelle. Alors, pendant ces années-là, est-ce qu'il vous restait un moment pour aller passer 5 jours à Carthage ou sur une plage où il fallait fuir? Tout était minuté. J'avais un contrat terrible. Je ne pouvais pas me couper les cheveux, pas changer mon aspect physique. Tout était programmé. Et d'ailleurs, je me souviens, moi j'adore rester sur un plateau, même quand je ne tourne pas. Parce que j'aime bien l'ambiance du plateau. Et ma secrétaire me disait, Madame Cardinal, on ne peut pas rester sur le plateau, il faut rentrer. Enfin, c'était tout très... C'était... Non, je n'aimais pas tellement ça. Mais Claudia, est-ce que vous êtes, comment vous dire, d'abord, est-ce que vous êtes superstitieuse? Non. Non. Est-ce que vous croyez à des signes du destin? Est-ce que vous... Je crois beaucoup au destin. Oui. Je crois que tout est écrit. Ça, c'est mon côté Afrique, Orient. Je crois que tout est écrit. Toute notre vie est déjà programmée. Dès la naissance? Oui. Mais pourtant, il faut des décisions. La preuve, c'est que vous avez détourné le cours des choses. Il faut savoir arriver au bon moment, prendre un train en marche au moment où il faut, s'arrêter quand il faut, descendre. Mais tout est écrit, il faut le comprendre, il faut le sentir. C'est quelque chose d'impalpable. Mais c'est comme ça la vie, je trouve, je crois. Et ce sentiment, ce genre de préscience, vous l'aviez dès l'âge, toute petite fille, dès l'âge de 7 ans, oui? Oui. Oui, j'ai toujours... Moi, je suis une optimiste. Hein. Je pense que même dans les moments les plus dramatiques, je suis sûre que je vais m'en tirer, que ça va réussir. J'ai beaucoup de volonté. Et quand j'entreprends quelque chose, je sais que je vais l'avoir. Parce que je décide que je l'aurai. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.